Voilà, maintenant qu'on connaît la loi de la demande, on va aborder justement les biens qui ne s'appliquent pas à cette loi, qui ne font pas, qui ne respectent pas cette loi. D'accord? Il existe des exceptions à la loi de la demande. Les biens atypiques, les plus importants sont l'effet de Veblen et l'effet de Given. Donc d'abord, l'effet de Veblen, les biens de luxe ou ostentatoires sont achetés par les consommateurs pour avoir un effet de démonstration vis-à-vis des autres groupes de la société. C'est-à-dire que ces consommateurs qui achètent les biens de luxe veulent se démarquer, se distinguer des autres groupes de la société. Donc, aide les biens. Si les prix des biens de luxe baissent, certains acheteurs se détournent de ces biens car leur valeur sociale se trouve amoindrie de leurs effets de démonstration et leur effet de démonstration n'a plus raison d'être puisque beaucoup de consommateurs peuvent en acheter. Des biens de luxe, des consommateurs les achètent, mais une fois le prix تاعهم يهبط, ils deviennent plus des biens de luxe, ils deviennent des biens ordinaires. Donc, pour qui veulent se démarquer de la société ne veulent plus consommer ce bien. Donc, sa demande va diminuer ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand le prix a baissé, la demande a baissé aussi. Très bien. Donc, les futurs acquéreurs se détournent de ce produit et par conséquent la demande diminue. Dans ce cas, la loi de la demande ne s'applique pas. Très bien. Ensuite, nous avons l'effet de Given. Ces biens sont considérés comme des biens de première nécessité. Ils sont achetés par des consommateurs ayant un revenu faible. Prenons l'exemple de deux cas de variation du prix. Malgré l'augmentation du prix d'un bien, le prix a augmenté et constate que sa quantité demandée a aussi augmenté. Donc le prix a augmenté, la demande a augmenté. Cela s'explique par quoi? Par le fait que le bien de substitution est devenu plus cher. Donc on un bien. Ça, le prix est à Z, mais on continue à acheter ce bien-là. Pourquoi? Parce que le produit qui le remplace, on ne peut pas l'acheter parce qu'il est devenu encore plus cher. Très bien. Dans le cas contraire, si le prix du bien baisse, d'accord, et qu'on constate une réduction de la quantité demandée, cela s'explique également par le bien de substitution qui est devenu moins cher. Zama, le prix a baissé, la demande aussi a baissé. Pourquoi? Parce que le bien de substitution est encore moins cher. Donc on consomme plus du bien de substitution que le bien initial. Donc la demande du bien initial va baisser. D'accord? Dans les deux cas, le prix du bien varie dans le même sens que la demande, ce qui montre que la loi de la demande n'est pas appliquée. Très bien. Il y a aussi un autre point, les réactions spéculatives. Lorsque les prix augmentent, les consommateurs peuvent anticiper une poursuite de la hausse et accroître de ce fait leur demande. Prenons l'exemple des bavettes Corona. Les bavettes sont devenues de plus en plus rares et quand le bien devient rare, le prix va augmenter. Mais on sait très bien qu'il va encore augmenter. Donc pour anticiper cette augmentation, nous allons acheter encore plus de ce produit avant que le prix augmente. Donc nous allons anticiper cette augmentation des prix bien sûr par évidence. Et c'est évident que la demande va augmenter aussi. Très bien. Nous passons aussi à la courbe de consommation-revenu et la courbe d'Angèle. La courbe consommation-revenu, nous l'avons déjà traité, le cours de l'équilibre du consommateur. Par contre, la courbe d'Angèle, vous ne la connaissez pas encore. Très bien. La courbe de consommation-revenu. Donc nous avons ce graphique-là. On a deux biens, x2, x1, d'accord? Et nous avons une variation du revenu, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que les prix n'ont pas changé. Nous avons vu qu'un accroissement du revenu se matérialise graphiquement par un déplacement parallèle de la droite de budget vers le haut, c'est-à-dire que quand le revenu augmente, nominal ou réel, là, il y aura un déplacement de la droite budgétaire vers le haut, mais elle est toujours parallèle à l'initiale, d'accord? À chaque fois qu'une droite de budget est tangente à une courbe d'indifférence, qui mène à E1, E2 ou E3, d'accord? Cela définit un nouvel équilibre, qu'un E1 ou la E2 ou la E3. L'ensemble des équilibres ainsi définis constitue le chemin d'expansion du revenu, appelé aussi courbe de consommation-revenu ou bien le sentier d'expansion du revenu. Ce sont des synonymes. La relation, c'est-à-dire quand on relie les points optimaux E1, E2, E3, la liaison ou la relation luminaire, on appelle ça la courbe de consommation revenu ou là le chemin d'expansion ou bien le sentier d'expansion du revenu. Donc la courbe consommation revenu est l'ensemble des points optimaux
d'accord, du consommateur quand le revenu varie, toutes choses égales par ailleurs, en particulier les prix des deux biens. Très bien. En tout point de la courbe consommation-revenu, on a égalité entre le TMS et le rapport des prix des biens, car les prix restent constants. Je vais Vu E1, le TMS, c'est-à-dire le UMX sur UMY, est égal au rapport des prix. Là, le rapport des prix n'a pas changé, donc le TMS, ou Hanaya, ce sont les mêmes. D'accord. Une étudiante m'a posé la question pourquoi ce n'est pas une droite linéaire. On doit vérifier l'homogénéité de la fonction d'utilité. Je vais vous mettre cette remarque justement pour la fois. Donc, si la fonction d'utilité est homogène, on dit que la courbe consommation-revenu est une droite linéaire. Sinon, c'est une courbe quelconque. Elle est homogène. La fonction d'utilité est homogène de degré t lorsqu'on peut vérifier l'égalité suivante. On a la fonction de l'utilité en fonction de mx et my, on peut l'écrire de cette façon, c'est-à-dire m puissance t, les t ou degré de l'homogénéité de cette fonction, t fois la fonction de l'utilité. Donc, on a un exemple. Donc, quand, par exemple, l'utilité, la fonction d'utilité est égale à 4x au carré fois y, donc on veut montrer l'homogénéité de cette fonction et déduire la forme de la courbe de consommation revenu. Donc, au lieu de x au carré y, on x et y par mx et my. D'accord. X au carré, tout m au carré, x au carré. Y, tout my. Donc, on m puissance 1 fois m puissance 2, il y a m puissance 3 fois 4 x au carré, y au carré. Donc, Kahadia, c'est quoi? C'est la fonction d'utilité. Donc on peut écrire m puissance 3 fois la fonction d'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction d'utilité est homogène de degré 3 et que la courbe de consommation-revenu est linéaire. Si on ne peut pas vérifier cette condition, donc la courbe de consommation-revenu est une courbe quelconque. D'accord? Très bien. Ensuite, très bien. La courbe d'Angèle, il faut me suivre, s'il vous plaît. Soit les graphiques suivants. On a la courbe consommation-revenu, d'accord? Ou elle est reflétée par deux biens, x1 et x2, et la variation du revenu. Par contre, on traite la variation du revenu par rapport à un seul bien, d'accord? Pour chaque bien, il est possible de déduire de la courbe précédente, liée à la courbe consommation-revenu, une relation fonctionnelle entre le revenu, d'accord? Et le revenu et la consommation. Si on place en abscisse les différents niveaux du revenu, en abscisse normalement c'est en ordonnée, mais il n'y a pas de problème, ce sont des fonctions inverses. En ordonnée le revenu et en abscisse les valeurs associées à la quantité x1, donc on obtient la courbe d'Angèle. Très bien. Suivant la courbe consommation-revenu, l'allemand Angèle, d'accord, Angèle c'est un allemand, a pu tracer la courbe qui porte son nom. En effet, à partir du premier graphique, il a pu reporter sur le deuxième, les points de tangence E1, E2, E3. Le premier graphique est E1, E2, E3, c'est exactement les mêmes ici. D'accord? Qui la courbe de consommation, prix, et la courbe de demande individuelle. Très bien. Sur le dernier graphique, d'ailleurs, l'abscisse représente la quantité de biens de X, très bien, mais l'ordonnée représente le revenu, c'est-à-dire R1, R2, R3. Même là, c'est Y1, Y2, Y3, mais réellement c'est R, d'accord? Mais c'est la même chose, c'est pas grave. En effet, dans le budget des ménages, il y a l'expérience d'Angèle, d'accord? C'est à partir des études des budgets des ménages qu'on connaît la loi d'Angèle, l'expérience d'Angèle, comme celle des dépenses. L'expérience de ce monsieur, Angèle, on l'appelle l'expérience d'Angèle. Chez l'expérience d'Angèle, elle dit, en effet, dans le budget des ménages, la part des dépenses d'alimentation diminue, c'est-à-dire l'alimentation, quand le revenu augmente, alors que la part des dépenses d'habillement et de logement est constante, c'est-à-dire même les îles de revenus, à la demande constante. Par contre, la part des dépenses de loisirs et des autres augmente quand le revenu s'accroît. Quand le revenu augmente, la part de dépenses, les loisirs, etc., va augmenter. Donc la courbe d'Angèle d'un bien est celle de la demande de ce bien en fonction du revenu, alors que les prix restent constants. D'accord? Je développer de la courbe d'Angèle, on verra ça après quand on va traiter les typologies de biens. D'accord? Les
il y a ce qui va suivre, Inch'Allah.